commence par jeter un coup d'œil sur les marchés. Ça donne quoi du côté asiatique? Eh bien, la bourse de Tokyo a terminé la séance en baisse à cause de la fermeté du yen face au dollar et à l'euro, ce qui pénalise les valeurs exportatrices nippones. Le marché japonais a également dû digérer le flot de résultats financiers d'entreprises. Le titre Sony, par exemple, a perdu plus de 11% ce matin, car le groupe électronique a abaissé sa prévision de bénéfices annuels. Et Hong Kong et Shanghai, vous le voyez, terminent la séance dans le vert après la publication de l'indice PMI chinois officiel. Il est en hausse et s'établit à 51,4 au mois d'octobre, un signe positif. Le secteur manufacturier connaît sa plus forte croissance au cours des 18 derniers mois, un signe de stabilisation de la deuxième économie mondiale. En Europe, ça donne quoi à l'ouverture? Eh bien, les bourses européennes ouvrent sur une note hésitante. Les opérateurs sont ballottés entre bonnes et mauvaises nouvelles. Ils font le pari d'une action imminente de la Banque centrale européenne, mais sont déçus par les annonces de la Banque centrale américaine mercredi. Du côté du marché des changes, eh bien, l'euro poursuit sa chute ce matin face au dollar. La monnaie unique européenne reste minée par les mauvais chiffres sur le chômage et les craintes que la zone euro s'enfonce dans la déflation. La monnaie unique, vous le voyez, s'échange tout juste au-dessus des 1,35 $ contre 1,38 $ en début de semaine. L'euro, justement, on en parle. Il y a 20 ans, jour pour jour, le traité de Maastricht entrait en vigueur et faisait franchir un pas de géant à la construction de l'Union européenne, Claire. Oui, c'est en effet le traité de Maastricht qui a instauré la monnaie unique. Mais 20 ans après, en l'absence de toute politique économique commune, eh bien, le traité a montré ses limites et ses dysfonctionnements. Il a conduit à une crise de confiance dans la monnaie unique. Axel Simon. Maastricht, c'est ici que le traité a été signé en 1992. Les États s'engagent à renforcer l'union économique existante en vue de créer la monnaie unique en 1999. Avec l'union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. Le traité est entré en vigueur il y a 20 ans et depuis la crise financière, les années de récession, l'austérité et le chômage sont passés par là. Aujourd'hui, le projet européen et l'utilité même d'une monnaie unique sont remis en question. L'espoir était que l'union monétaire débouche sur une union politique et même fiscale. Mais le constat, c'est que cela n'a pas été le cas dès le début de la zone euro. Pour les défenseurs et les signataires du traité, la zone euro a tout de même connu une forte croissance avant la crise. Et selon eux, si les règles dictées par Maastricht avaient été respectées, la situation serait différente. Il ne faut pas que les Européens eux-mêmes soient constamment négatifs sur eux-mêmes. Parce que c'est une tentation, à mon avis, une tentation qui est aussi liée au fait qu'après tout, on peut se servir de l'Europe comme d'un bouc émissaire. Avec les signes de reprise économique dans certains pays comme en Espagne, l'optimisme refait surface. L'année prochaine, la Lettonie deviendra le 18e membre de la zone euro, de quoi relancer peut-être la dynamique européenne. Place à présent à l'actualité en bref et en images, Claire. Tout d'abord, Royal Bank of Scotland vient d'annoncer qu'elle allait créer en interne une structure de défaisance, une bad bank regroupant 45 milliards d'euros d'actifs les plus risqués. Londres, qui détient 81% de la banque depuis la crise de 2008, n'a en effet pas réclamé de démantèlement de l'établissement. RBS a précisé que cette restructuration interne libérerait de 10 à 11 milliards de livres de capital, renforçant ainsi sa capacité à prêter. Les suites du scandale du Libor, Fannie Mae poursuit en justice 9 banques dans l'affaire de manipulation présumée des taux interbancaires, parmi elles Bank of America ou encore Barclays. Je rappelle que le Libor sert de référence à la fixation du taux d'intérêt pour de nombreux produits financiers. Le géant américain du financement hypothécaire qui dit avoir été floué dans le calcul de taux d'emprunt immobilier. Il réclame plus de 800 millions de dollars. Et enfin, un mot d'automobile. Nissan a réduit de près de 20% sa prévision de bénéfice net annuel en raison d'un ralentissement des ventes en Chine et en Asie. Son patron, Carlos Ghosn, prévoit de faire une annonce majeure ce vendredi.
Et vendredi 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête des morts pour les catholiques. Claire, c'est l'occasion de se pencher sur ce secteur du funéraire. Oui, le funéraire, c'est un secteur qui se féminise de plus en plus, même si dans l'ensemble, la proportion des femmes reste très faible. Elles sont aujourd'hui 25% à travailler dans ce secteur et ces femmes se tournent plus spécifiquement vers les techniques de conditionnement du corps, de maquillage par exemple, et de maître de cérémonie. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme qui a choisi de suivre cette voie. C'est un peu encore cette image très ancienne, la femme elle est faite pour donner la vie. Donc après il y a le côté maternel, prendre soin des enfants, de la famille. Et l'homme c'est plus le côté la guerre, la mort. Donc c'est vrai que associer une femme dans un milieu, pompe funèbre ou mortuaire, c'est toujours un peu délicat. Merci Claire Bonichon, c'était le journal de